Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de notre podcast consacré au film Get Out de Jordan Peele. La semaine dernière, nous avions parlé du sentiment un peu malaisant que les dialogues de Jordan Peele ont suscité chez nous, mais également nous avions parlé du commentaire social derrière ce film. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la fin alternative. Tu l'as vu la fin alternative sur YouTube ? Je l'ai pas vu, mais j'ai lu ce à quoi elle devait ressembler. Tu peux la voir, elle est disponible sur YouTube. Ouais. Donc dans la fin, on est d'accord que dans la vraie fin, la police arrive et en fait, c'est pas la police, c'est son pote qui vient le sortir de là. Et d'ailleurs, c'est la première fois où en visionnant un film d'horreur, quand tu entends la sirène de police, où tu dis merde, rassuré, ça exact. C'est pas une bonne chose. Exact. Si c'était un personnage blanc, tu dirais cool, il est sorti d'affaire. Ouais. Là, pas du tout. Ça, je trouve que c'est très bien vu aussi. La police arrive et c'est pas son pote, mais c'est des vrais policiers dans la fin alternative. Et il finit en prison, probablement à perpétuité. Pour le meurtre de la famille. Et en fait, Jordan Peele, il a écrit le film pendant l'ère Obama. Alors que beaucoup d'Américains parlaient d'Amérique post-raciale. C'est-à-dire que le racisme était une idée du passé. Maintenant qu'on a un président noir, tout le monde sait qu'il n'y a plus de racisme et que tout le monde est ami. Aussi simple que ça. Voilà. Et pendant le tournage du film, en fait, on est passé à l'ère Trump. Donc Peele a réécrit la fin. Ouais, il avait abandonné en fait l'idée de sortir le film en disant il a plus la portée qu'il avait au moment où je l'ai imaginé. Donc c'est bon, on passe à autre chose en fait. Et mon film, il sert plus à rien quoi en fait. Ouais. Et puis bon. Bah après voilà, quand Trump est arrivé, il a changé la fin du film et il s'est dit non, faut une fin heureuse parce que là le pays entier a bien compris que le racisme malheureusement oui. est encore présent. Le fait que la police arrive. Ouais, en plus ça fait partie des codes des films d'horreur, en tout cas des films avec des tueurs en série où en général. Quand tu as les lumières et la sirène de police, etc., tu sais que le héros est tiré d'affaire. Quoi. Globalement, c'est un des codes que tu retrouves dans beaucoup, beaucoup de films d'horreur. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. Quoi. Tu te dis, c'est peut-être le début d'autres emmerdes. Quoi. Alors, il y a un autre film comme ça qui fait un peu le même... qui te donne un peu la même impression. Je sais pas si tu as vu Hostel. Non, je l'ai pas vu. Eh ben, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est un film à voir. En tout cas. Horreur, torture porn, c'est pas trop mon délire. Non, c'est pas trop violent, moi je pense. Ah si, c'est violent, mais ouais. Non, mais l'histoire, l'intrigue quand même vaut le coup d'être suivie. Et c'est pareil, du coup, vu que tout le monde est un peu complice de ce qui se passe dans l'hôtel, même quand la police arrive, tu penses qu'il peut y avoir encore des suites et pas forcément en la faveur du héros du film. Quoi. D'accord. Justement, dans les références citées par Jordan Peele, il y a La Nuit des Morts Vivants de Romero. Et le personnage noir est le seul qui survit à une attaque zombie. Et tout ça pour être tué par la police à la fin du film, parce qu'il est black et qu'il pense que c'est une menace. Dans le film de Romero ? Ah, ok. La Nuit des Morts Vivants. Ok. Mais j'ai pas vu La Nuit des Morts Vivants, en fait. Moi non plus, tu vois, c'est en faisant des recherches et... Je trouve ça intéressant de la part de quelqu'un qui n'est pas afro-américain. En plus, à l'époque, le film il doit dater des années 70-80, je crois. Ah ouais, c'est couillu. Ouais. C'est couillu. Ouais. Pour l'époque, c'est fort. Et en plus, tu vois, moi, je voyais vraiment La Nuit des Morts Vivants comme un film de bourrinos, en fait. Vraiment, tu vois, le zombie pour le zombie, quoi, sans message. Non, c'est plus profond que ça. Ok. Il y a beaucoup d'autres références dans Get Out. Hein. Le titre, écrit en bleu turquoise, est une référence au titre du film Shining. Le titre est écrit de la même couleur. Hein. Le quartier dans lequel se promène le personnage qui se fait agresser au tout début du film, qui est d'ailleurs celui qu'on retrouve à la garden party après. Hein. Moi, ça, pour le coup, la première fois, j'avais pas repéré. C'est une référence au quartier d'Halloween, le film de John Carpenter. Oui, ça ressemble beaucoup, en effet. Et c'est un quartier que Peele appelle le parfait quartier blanc, donc qui semblerait assez sûr pour toute personne qui n'est pas noire. Mais là on sent que le black quand il se promène dans le quartier il n'est pas rassuré du tout. Dès les premières secondes du film tu sens qu'il y a un truc qui va pas faire. Je sens pas, alors qu'en effet tout l'environnement paraît plutôt safe quoi. Le prénom du père de la famille Armitage c'est Roman, c'est aussi le nom du leader de la secte dans Rosemary's Baby, donc Get Out c'est fortement inspiré. Okay. Lorsqu'on voit Walter le jardinier courir vers nous, c'est une référence à la mort aux trousses d'Hitchcock, c'est dur à dire. Ça je l'ai dit déjà. Juste après la révélation finale, comme quoi Rose est méchante, Peele nous emmène auprès de l'ami de Chris, Rod, qui est à l'aéroport et qui essaie de joindre Chris au téléphone.
C'est une référence à Shining et à Dick Hallorann qui reçoit un appel de Danny pour qu'on vienne les aider. D'ailleurs, si on écoute bien, dans l'aéroport dans lequel il se trouve, on entend en fond sonore un appel pour le vol 237, qui est la chambre maléfique du Shining. Donc ça, c'est sûr que c'est pas du tout un hasard. Mais d'ailleurs, il y a cet aspect, cette atmosphère hyper gênante, je trouve, dans les deux films. Oui. Au-delà de l'horreur, de ce que tu vois, des images qui sont horribles, t'as toute cette atmosphère, cette ambiance hyper pesante, je trouve. C'est le cas dans l'hôtel de Shining et c'est le cas aussi dans la maison là, de la famille Armitage. Les deux films se ressemblent beaucoup sur le ressenti que tu peux avoir au moment du visionnage, je trouve. Ça a fait appel au même ça a réveillé les mêmes sentiments chez moi. Complètement. Il s'est aussi beaucoup inspiré, donc je l'ai dit, de Rosemary's Baby et de Stepford Wives. Je sais plus quel est le titre en français. En fait, c'est des films d'horreur qu'il aime beaucoup parce que c'est très profond. Dans Rosemary's Baby notamment, c'est une critique de la société. Et c'est le contrôle que la société exerce sur le corps des femmes. Lui, dans Get Out, il a voulu reproduire ça. Et dans Stepford Wives, c'est un peu la même chose aussi. Dans Get Out, il a voulu reproduire ça, mais avec la question du racisme et le contrôle que la société exerce sur les Afro-Américains. C'est pour ça que, selon lui, c'est ni une comédie ni un film d'horreur, c'est un thriller social. C'est le terme qu'il utilise. Pour moi, c'est un film d'horreur, mais enfin bon. Pour moi, c'est un film d'horreur. Désolé, Jordan Peele. Un message un peu plus profond que ce dont on a l'habitude. Ouais, mais les très bons films d'horreur, en fait, ils ont toujours un message assez profond si tu regardes. C'est souvent le cas, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai pris mon pied en regardant des trucs où j'ai pas vu forcément de message, tu vois. Mais oui. Halloween, j'ai trouvé que c'était cool et j'ai pas vu de message particulier. Oui, Halloween, mais c'est le premier slasher aussi. Enfin, bon, je sais pas, il y a d'autres arguments aussi, mais je voulais revenir rapidement aussi sur le personnage principal de Chris. Je trouve que son attitude, elle est vraiment intéressante. Alors déjà, je crois qu'on a peut-être jamais eu même de personnages principaux racisés dans les films d'horreur. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Et je trouve que son attitude, elle est bien écrite parce qu'en fait, ses réactions, elles sont toujours logiques. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les personnages de films d'horreur. Ouais, c'est vrai. Bon, la caricature qu'on voit tout le temps, c'est « séparons-nous !» Il a repris dans Scary Movie d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai que des fois, t'es là, tu te dis vous êtes stupides ou quoi, ça va pas marcher, vous le savez bien. Et là, les réactions de Chris, elles sont logiques. Le personnage a envie que ça se passe bien parce que il est amoureux de sa copine et il a envie du coup d'être intégré à la famille. Il veut pas créer de remous, même si les gens autour de lui, on l'a dit, sont pas toujours sont un peu maladroits, quoi, voire très maladroits. Et Chris est aussi quelqu'un d'assez passif, en fait. Il a une personnalité, entre guillemets, assez normale, mais il se retrouve face à des personnes dont la personnalité est très exacerbée. Donc c'est aussi pour ça qu'il agit pas trop pendant le film et qu'il laisse les gens dire, parce que, bon, déjà, il est en infériorité numéraire, donc ça joue, mais aussi parce que, c'est pas dans sa personnalité, je pense, de faire des remous. Et c'est aussi le défaut central du personnage, parce qu'en fait, on apprend donc qu'il est resté passif. Ouais. Lors de la mort de sa mère, il est resté à regarder la télé toute la nuit, tout en sachant qu'il y avait un problème, mais il n'a pas osé bouger. Et finalement, il se retrouve face à ce défaut et il est obligé de changer et d'agir, de changer drastiquement, en fait, pour sauver sa peau. D'ailleurs, quand il tombe dans la fosse de l'oubli, donc comment tu m'as appelé ça ? Le gouffre de l'oubli en français. The Sunken Place en anglais. Il regarde un peu sa vie de loin, comme dans un écran de télévision, comme ce qu'il avait fait quand il était petit et que sa mère était en fait en train de mourir dans un fossé. C'est aussi ce qu'il devrait vivre s'il n'arrivait pas à s'en sortir et si on arrivait à lui greffer le cerveau de l'homme blanc qui l'a acheté aux enchères, quoi. Donc il y a pas mal au niveau de la façon dont le personnage est construit et dont le thème est construit autour de tout ça, c'est très intéressant et très très bien fichu. On voit que Jordan Peele, il maîtrise vraiment son sujet et qu'il a réfléchi son scénario à fond. D'ailleurs, c'est même un peu surprenant quand tu connais l'historique du bonhomme. Plutôt sur de la comédie, du sketch un peu lourd. On s'y attendait pas, quoi. Ouais, on pas forcément un degré de maîtrise aussi, parce qu'il est hyper maîtrisé le film en fait. Tu sens qu'il a été construit même dans son esprit depuis longtemps. Tu sens que tout est accablé, cohérent, bien foutu. C'est un peu moins. Il y a rien qui est là par hasard. Ouais, exactement. Oui, c'est moins le cas sur. Alors j'ai vu que Us, j'ai pas vu Nope. Alors j'ai pas vu tout Nope en entier. J'en ai vu un bout, mais j'ai. T'as pas accroché? Pas trop. Us, j'avais trouvé plutôt bien. Mais j'avais bien aimé Us. Si je dois choisir, je préfère Get Out. Il est meilleur, Get Out. Il est meilleur. C'est chouette aussi. Il y a aussi quelque chose de très profond. Tiens, d'ailleurs, il y a Jordan Peele dit qu'il est
très effrayé par les lapins. Il est terrorisé par les lapins. Ah bah oui, Dans Us, il y a pas mal de lapins. Ouais. Et là, c'est rigolo. Non, c'est pas vraiment drôle, mais la musique qu'on utilise dans la toute première scène du film, quand le personnage noir, qu'on connaît pas encore, est agressé dans la rue, la voiture qui se gare, il y a une musique qui joue, une musique un peu vieillotte des années 50-60. Ouais. Et c'est Run, Rabbit, Run. Donc cours, mon lapin, cours. Donc voilà, on comprend le sens aussi qui est... cours vite parce que là tu vas te faire agresser, mais en plus comme Jordan Peele a une peur panique des lapins, voilà, c'est une autre petite a projeté sa propre d'ailleurs la musique, on en a pas parlé, il y a aussi juste après, c'est la scène que tu décris, une chanson en swahili. Oui. Qui dit aussi cours quoi, fuis frère, écoute tes ancêtres, fuis, Sinkilitsa, je sais plus, je parle pas swahili, mais oui, le compositeur Michael Abels du coup a créé la musique du générique. Elle est géniale cette musique, elle est très chouette, ouais, même. C'est vraiment on sent vraiment l'influence des ancêtres, ouais. Ça fait très musique le Roi Lion presque un peu, et puis je trouve ça évoque les films autour de l'esclavage, tu vois, un petit peu aussi, oui. C'est vraiment c'est chouette. C'est vraiment très bien fait. Et donc oui, effectivement, en Swahili, ils disent « Frère, écoute tes ancêtres, fuis ». Ce qui est intéressant. Voilà. Mais il y a des petits messages même cachés. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou est-ce que tu veux passer aux questions ? Non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, normalement, on a fait le tour de mon point de vue. Ouais. Alors au niveau du box-office et de la réception, excellente réception critique et publique. D'autant qu'il n'a pas coûté cher. Ouais, 4,5 millions de dollars de budget, ce qui est vraiment pas grand-chose pour 2017. Il en a rapporté 255,5 millions. Alors là, joli investissement. Énorme. En l'occurrence, le producteur est un habitué du... Oui. J'investis peu pour gagner beaucoup. C'est celui qui est à l'origine de Blair Witch, je crois. C'est possible. Ouais, il me semble que c'est ça. Et donc, bien joué. Il a le nez creux, celui-là. Ouais. C'est bien. Mais en même temps, si c'est pour nous amener des films de qualité comme celui-là, moi, ça me va. Souci, ouais. Le film a été nominé aux Oscars. Donc il a été nominé à l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario original. Il obtiendra seulement le meilleur scénario original. Bon, on y viendra quand on demandera qui aurait dû obtenir l'Oscar et tout ça. Moi, j'ai 2-3 trucs à dire sur les Oscars qui ont été décernés cette année-là. Ah, ok. Je m'étais jusque-là. On va se poser un petit peu des questions sur le film pour essayer de le voir un petit peu autrement aussi. Quelle est selon toi la réplique culte du film ? Moi j'aime bien la réplique de son pote qui lui dit en gros mais casse-toi, qu'est-ce que tu fous là ? Je sais plus comment son pote il est trop drôle. Ouais, il j'aime bien cet acteur. Ouais. Il est dans Us aussi, c'est pas le père dans Us, non ? Il est dans Us, il est dans 2-3 films comme ça, j'aime bien, il a ce côté jovial très sympa. Ouais, il est sympa. Un peu bouboule quoi, mais bien. Il est trop cool. Ouais, il est cool. Je l'adore. Et ouais, il lui dit en gros mais barre-toi de là. Barre-toi de là, tu vas te faire virer de chez elle avec un flingue. Ouais, là aussi il lui dit globalement. Il lui explique la fin du film. La fin du film. Exactement. Non, c'est très bien vu. Moi j'aime beaucoup, j'aurais voté pour Obama une troisième fois si j'avais pu, parce que tu sens tellement le vécu dans cette réplique. Et tu sens tellement que c'est appris par cœur en plus, parce qu'elle lui dit la même chose. Il va te dire. Il aurait voté pour Obama une troisième fois. Voilà. La meilleure scène. Alors,
pour l'esthétisme de la scène, celle justement où il tombe dans le gouffre de l'hypnose, ouais. Parce que je trouve qu'elle est très visuellement, elle est très belle. Le son, le travail du son, l'idée de projeter finalement sa vie sur ce qui ressemble à un écran de télévision, je trouvais que c'était une idée aussi très novatrice. Et je sais pas comment ils ont réussi à tourner cette scène, je sais pas s'ils l'ont mis dans l'eau ou quoi, parce que ça le corps qui flotte, qui est je sais pas. Dans un mouvement très bien cadencé, esthétique, on dirait presque de la danse et tout ça. J'ai trouvé qu'elle était belle visuellement à regarder. Et après, moi j'apprécie quand même particulièrement la scène où il plombe à peu près tout le monde, parce que c'est jouissif. Il y a le côté hyper jouissif de dire bon bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, tu peux aimer, donc t'as commencé, fini le boulot quoi. Alors moi je suis d'accord avec toi, la scène de l'hypnose est géniale. J'aime beaucoup le son, notamment quand elle lui dit maintenant tu t'enfonces. Et il dit non, enfonce-toi. Et là on a un son très particulier. En fait il y a le mélange de ce qu'elle dit elle, de ses protestations à lui et du bruit que ça fait quand il s'enfonce dans le gouffre. Sink into the floor. Wait. Sink. Elle est très bien. C'est vraiment au niveau du son, c'est hyper bien foutu. Tu dis quand même sur un premier long métrage, c'est hyper maîtrisé. C'est assez rare d'avoir un premier long métrage aussi précis dans la construction du film. C'est sûr. Il est très très bon. Il l'a mûri au moins dans son cerveau pendant des années. Quoi. C'est sûr. Alors moi, au niveau de la meilleure scène, je suis d'accord avec toi pour l'hypnose, mais j'adore aussi la scène avec Georgina. J'allais dire l'esclave, non. La domestique noire. Quand il lui dit vous avez dû débrancher mon portable, et qu'elle lui dit no. Elle répète non comme ça et elle se met à pleurer en riant. Et alors l'actrice là, Betty Gabriel, époustouflante dans cette scène. Je sais pas comment tu ris en pleurant comme ça, c'est magique. Mais le non, no, comme ça, elle le répète au moins, je sais pas, 10 fois. No. I do something. That's not my experience. Not at all. The Armitages are so good to us. They treat us like family. Et ça m'avait tellement marqué. Et pour te dire, chaque année, mes élèves, je leur fais jouer des petites scènes de films en fin d'année. T'as fait jouer ça. J'avais envie de leur faire jouer ça et j'ai revu la scène, j'ai dit non, c'est trop malaisant, je vais avoir des soucis, je vais pas la mettre. Mais j'avais tellement envie de la revoir en fait, mais je me suis dit non. C'est une punition là, celui qui a fait le con, il joue la scène. Elle est injouable de toute façon, c'est vraiment dur quoi. Mais vraiment cette scène où tu comprends après avoir vu le film qu'en fait il y a la partie qui est encore vivante de la jeune afro-américaine qui est là et qui pleure parce qu'elle a envie de sortir de ce corps. Et les paroles de la grand-mère qui sont en complète opposition avec la réaction du corps, c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment la scène que j'ai préférée du film. Qui mériterait un Oscar pour toi ? Moi, je pense que je l'aurais donné à... j'ai mangé son nom, l'acteur principal, en fait. Daniel Kaluuya. Ouais, merci. Parce que je trouve très juste, justement, tu transposes, même si t'es pas afro-américain ou noir de peau, tu mets à sa place et tu te dis j'aurais eu globalement la même réaction face à même avec des beaux-parents un peu qui là, un peu relous, un peu relous, mais au départ ils sont pas méchants, ils sont même plutôt sympas, ils sont juste ils ont pas tous les codes, mais tu te dis j'aurais probablement réagi un peu de la même manière, tu veux pas faire de vagues, donc je le trouve bon dans ce truc là parce que c'est très sobre. Sa façon d'interpréter, c'est pas surjoué. C'est un mec de tous les jours, c'est ça que j'aime bien. En fait tu peux complètement te reconnaître en lui. Et du coup, tu te reconnais en lui, mais c'est aussi difficile d'interpréter ce genre de truc. Très dur. Tu te dis, finalement, j'ai qu'à faire comme d'hab, mais en fait, c'est pas si simple que ça, quoi. Si tu veux être juste, si tu veux que ça soit pas surjoué ou quoi que ce soit. Et du coup, je le trouve très très juste et tout en sobriété, ce qui est parfait pour le film, en fait. Il est excellent. Si vous avez regardé la première saison de la série Black Mirror, il joue dans le fameux épisode des vélos qui m'avait complètement retourné. Il choisit bien ses rôles. Punaise. Mais du coup, j'ai arrêté Black Mirror. Je crois après cet épisode, c'était trop pour moi en fait. J'ai fini par arrêter. J'ai dit non. C'est une très bonne série, mais juste je peux pas. Et effectivement, il joue très très bien. Daniel Kaluuya, il est très fort. Alors moi, je pense que sincèrement, le film aurait dû recevoir cette année-là, vu le palmarès, ils auraient dû recevoir le meilleur film. C'est qui a eu ? La forme de l'eau. Ah non! Ah oui, alors là, oui, d'accord. Okay. Voilà, tu sais, qui parle de la forme de l'eau aujourd'hui ?
Bon, Del Toro, il est cool, j'ai rien contre, mais... Mais... Il était nominé ? Ouais. Get Out ? Get Out était nominé comme meilleur film. Moi, j'étais à fond pour Get Out cette année-là, j'aurais aimé qu'il l'ait. C'est un secret pour personne aussi, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais autour de ceux qui décernent les Oscars, l'Académie. L'Académie, c'est quand même assez fréquemment des vieux un peu réac, quoi. Ouais. Donc vu le message du film, c'est pas surprenant. C'est sûr. Après, La forme de l'eau, il a un message très beau aussi sur le racisme, l'autre, même un peu la ségrégation. Enfin, c'est suggéré, mais c'est pas dit frontalement. Et puis déjà, et tu donnes pas la statuette à un Afro-Américain. Voilà. Et je pense que ça joue malheureusement dans le choix. Alors, je pense qu'il a eu le meilleur scénario original, qui était amplement mérité pour le coup. Ouais. Mais moi, je serais allé jusqu'à lui donner au moins meilleur réal ou au moins meilleur film. Ouais, meilleur film, ça aurait été bien. Après, les choses changent parce que tu vois, t'as Moonlight qui a eu l'Oscar du meilleur film il y a quelques temps, qui était un cast intégralement noir, réalisé par un noir, écrit par un noir. Heureusement. Et c'est très bien, tu vois. Et qui était un beau film d'ailleurs. Mais donc les choses évoluent, mais je pense que déjà, ils sont frileux à donner des prix aux films d'horreur. Ouais, c'est vrai aussi. C'est pas souvent. Le genre arrête pas, ouais. Et bon, horreur plus réalisateur afro-américain, je pense que du coup c'est peut-être ça qui a pas plu à l'Académie, j'en sais. Alors c'est peut-être moi qui suis paranoïaque, tu vois. Mais non, mais bon, après les choses changent doucement, mais je pense qu'effectivement ça a été vrai pendant de très longues années, tu vois. D'ailleurs, il y a toute une polémique autour de ça, Oscar So White, enfin ça dure depuis des années et des années. Chris Rock, quand il avait présenté les Oscars en 2016, avait fait carrément tout son discours d'intro là-dessus. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, c'est hilarant. Et vraiment, où en gros, il dit on m'a dit que j'aurais jamais dû présenter cette cérémonie parce qu'en gros, il n'y a pas assez de blacks nominés. Tout le monde m'a dit que je devrais démissionner, mais en même temps, ça va rien changer. Et puis il dit il faut bien se dire un truc. Toutes les années où Sidney Poitier a pas été nominé, il n'y avait pas d'autres blacks au casting. Enfin voilà, il n'y a pas d'autres blacks nominés aux Oscars. Mais bon, à ce moment-là, on faisait pas des manifs. Faut dire, quand ta grand-mère est en train de pendre pendre d'un arbre parce qu'elle a été lynchée, t'es peut-être un peu moins intéressé de savoir qui est-ce qui a gagné meilleur documentaire, quoi. Et effectivement, tu te dis. Oui, il y a des combats. Oui, si on en est là dans la lutte, c'est que les choses ont un peu avancé. Qui ont avancé quand même, heureusement. Et il dit, de toute façon, si j'avais démissionné, il m'aurait remplacé par Neil Patrick Harris, qui est un acteur blond aux yeux bleus, quoi. Et on n'aurait rien gagné au final, quoi. Donc, ce qui est pas faux non plus, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une polémique comme ça autour des Oscars et des Afro-Américains. C'est bien que ça a été mis en lumière parce que les choses évoluent. Ouais. Et petit à petit, les acteurs afro-américains ont de plus en plus d'opportunités. C'est ce qu'il disait dans son discours aussi, Chris Rock. On veut des opportunités, en fait, on veut pas. Mais il dit en gros, vous avez qu'à créer une catégorie. Acteur black. Best Black Friend, il dit, tu vois. Et donc, t'as tout le monde qui rigole et puis il dit non, mais regardez, vous le faites déjà avec les hommes et les femmes. Il n'y a aucune raison d'avoir une catégorie hommes et femmes. Il dit, vous avez jamais vu De Niro dire je ferais mieux de ralentir un peu pour que Meryl Streep puisse me rattraper, tu vois. C'est de l'acting, c'est pas de la course de fond, quoi. Et il a raison. Mais effectivement, oui, tu peux pas faire une catégorie meilleur acteur black, évidemment, mais c'est sûr que oui, petit à petit les choses évoluent doucement, mais elles évoluent, quoi. Alors, si tu devais refaire un nouveau casting pour le film, tu t'embaucherais qui ? Moi, j'ai recasté deux personnages. Pour le personnage de Chris, j'ai pensé à Omar Sy. Il serait trop bien. Ouais, je pense qu'il ferait le faire en tant qu'acteur. Et en plus, par rapport à ce qu'il incarne en France, je trouve qu'il y a un truc aussi très démago autour de la personne d'Omar Sy, puisqu'il est cité chaque année depuis je ne sais pas combien de temps comme une des 3 personnalités préférées des Français, en étant noir et musulman. Et que parallèlement, ces mêmes personnes qui ont probablement voté pour Omar Sy en tant que personnalité préférée, il y en a forcément une partie qui vote aussi pour les partis d'extrême droite qui, en la matière, sont quand même un peu moins ouverts d'esprit, quoi. Donc il y a ce truc un peu, cette dissonance-là que je voulais mettre en évidence avec Omar Sy, parce qu'il incarne parfaitement ça à l'échelle de la France. Et en plus, en tant qu'acteur, je pense qu'il aurait tout à fait pu interpréter le rôle de Chris. Ouais, je pense que oui, ça lui irait bien. Et pour le personnage de Rose, j'ai pensé assez vite à Jennifer Connelly. Ah ouais. Elle lui ressemble en fait. Mais je trouve cette actrice tellement brillante. Ouais. Tellement jolie. Elle aussi, elle a pas eu une carrière de fou. Très bizarre,
très bizarre parce que quand tu la vois dans Requiem for a Dream, punaise, il est dur le rôle quand même. Ouais. Et elle est parfaite. Voilà, j'aurais. Sa carrière n'est pas finie pour le coup, elle n'est pas mortelle. Mais, non, mais oui, ça aurait été. Donc, elle a plus l'âge de jouer Rose, mais. Elle a plus l'âge de Rose. Mais elle aurait été parfaite. Elle aurait été parfaite. Elle incarne un peu ce côté Wasp, avec les yeux très clairs, le teint un peu laiteux, etc. Ouais, ça lui serait très bien allé. Chic, arrogant, un peu comme ça. Là, je l'aurais trouvé parfaite pour le rôle. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle ait une carrière un peu plus fournie. D'accord. Alors moi, je pense que tu vas bien aimer qui j'ai casté pour Rose. D'abord, on va. Alors, si le film Charlize avait. Theron. Non, toujours pas encore. Je vais pas la mettre à toutes les sauces quand même, la Charlize. Si le film avait été tourné il y a 20 ou 30 ans, moi j'aurais bien aimé voir Eddie Murphy dans le rôle. Ah ouais. Du coup, parce que on lui a jamais vraiment donné de rôle très sérieux, Eddie Murphy, et il aurait peut-être eu ce qu'il fallait. Comme en plus, c'est lui qui a inspiré le truc. Oui, ça aurait été. Voilà, donc j'avais pensé à ça. Juste au retour des choses. Et dans le rôle de Rose, j'aurais vu Michelle Pfeiffer. Ah ouais. Qui irait bien aussi. Parce que elle sait aussi bien jouer la fille sympa et compréhensive que la sociopathe, tu vois. Ouais, et puis elle a ce côté très classe, chic, un peu austère, quoi. Ouais, donc je pense qu'elle aurait été parfaite pour jouer Rose. Écoute, j'achète aussi, Michel. Sinon, pour le rôle de Chris, j'avais aussi pensé à Cuba Gooding Jr., celui qui jouait dans Jerry Maguire, qui jouait le joueur de football américain dans Jerry Maguire, qui a eu l'Oscar d'ailleurs pour ce rôle. Et je le trouve assez pareil, un peu sympa, plutôt cool. Il a un visage très chaleureux aussi, un regard comme celui que tu décrivais pour Forest Whitaker sur un podcast consacré à Ghost Dog. Aussi très chaleureux, très. Et je pense que ça lui serait bien allé aussi ce rôle. Au niveau des accessoires, c'est quoi que t'aurais aimé s'il y avait un accessoire que t'aurais voulu garder dans le film? Écoute, pour me protéger, peut-être le coton pour en garder un petit peu c'est ça. Avec moi au cas où, ou le fauteuil, parce qu'en fait, il est sur les affiches du film, je trouve qu'il ressort vraiment comme on dirait presque une chaise électrique. Presque une chaise électrique. Je trouve que voilà, il est symbolique aussi du film. Ouais, il est chouette. Moi, j'avais pensé à la tête de cerf. Ah quoi, c'est plus difficile à caser. C'est plus dur à caser, on est d'accord. Post ou pré-empalage pré-empalage quand même. Après non, c'est trop de boulot pour nettoyer et tout. Mais tu vois, tu fais référence aux affiches du film. Les affiches sont très marquantes. Les yeux de Daniel Kaluuya en gros plan avec les larmes et tout, qui sont d'ailleurs des gros plans du film aussi. Enfin, c'est assez marquant. Je trouve que le film a été bien marketé aussi. Ouais. Ils ont bien géré à ce niveau-là. Ouais, carrément. Meilleure musique. La musique en Swahili. La musique en Swahili, je suis d'accord. Elle est vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu retires une leçon de vie de ce film? Méfie-toi des démocrates. Par ça, j'ai pas. Je pense que c'est un peu aussi ce qu'il dit. C'est pas parce qu'on est démocrate qu'on n'est pas nécessairement. C'est ça. Qu'on n'est pas un petit peu raciste. C'est pour ça que peut-être le truc peut être pris comme un truc anti-blanc, parce qu'en fait, là, la famille telle qu'elle est présentée au départ, c'est la famille, on va dire, ouverte d'esprit, cultivée, démocrate, donc, on va dire un peu ouverte par rapport à. On aurait filmé une famille, je sais pas, au fin fond de l'Alabama. Avec la casquette Trump. Là, on aurait pu se poser la question. Là, le message envoyé, c'est attention, même eux, ils sont potentiellement dangereux, ils t'aiment pas, quoi. Ouais. C'est une bonne. Voilà. Moi, tu vois, ça rejoint un peu. J'avais mis même après Obama, le racisme n'est pas mort. Et j'avais noté aussi, il faut écouter son instinct, parce que finalement, s'il avait écouté son instinct et son pote, il se serait taillé au bout de 2 minutes. Donc voilà. Question auxquelles on n'aura pas la réponse. Est-ce que tu as des questions? Moi, j'ai une question, mais c'est peut-être presque plus un truc de cohérence dans le film. C'est que je trouve que Rose, finalement, est presque le leader du groupe, de la famille, etc. Alors qu'en fait, c'est pas très cohérent que ce soit elle est plutôt un instrument. Mais je pense qu'elle est sociopathe, Rose. Donc clairement, elle, ou au moins psychopathe, tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait, quoi. Oui, c'est clair, mais du coup, tu sens qu'elle a une influence sur son père et sur sa mère, alors que techniquement, ça doit pas être le cas. Tu trouves qu'elle a une influence sur eux? Je trouve. Comme c'est elle qui rabat, c'est la rabatteuse, je sais pas. Donc comment ça se fait que ce soit elle qui soit aussi entre. Quand ils réfléchissent, c'est vraiment horrible en fait, parce que ils prostituent leur fille un petit peu dans le truc. Carrément. C'est horrible. Oui, ils prostituent carrément leur fille. D'ailleurs, il y a une ou deux remarques un peu graveleuses qui sont hyper gênantes aussi sur la taille du sexe du petit copain. Est-ce que c'est vrai que c'est mieux, tout ça, c'est hyper gênant. Ah, carrément.
Mais ça, je suis sûre que c'est des questions qu'il a dû aussi entendre. Probablement. C'est terrible. Moi, ma question, c'est il va se passer quoi quand ils vont découvrir tous les corps et est-ce que la police va rechercher Chris? Parce qu'est-ce qu'il est vraiment sorti d'affaire? Moi, je m'inquiète pour lui, en fait. À la première fin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que vraiment, je me dis, attends, mais à un moment ou à un autre, il y a bien quelqu'un qui va découvrir le massacre. Si oui, comment est-ce que Chris va s'en sortir, quoi? Parce que voilà, moi, j'ai encore peur pour lui. C'est vrai. Est-ce que tu virerais quelqu'un dans le film? Non, je trouve que tous les personnages ont un rôle. Alors le flic au début est hyper énervant en fait, et tu dis finalement s'il avait été au bout de la démarche, il aurait pu. Il aurait sauvé la vie, peut-être. La vie, ouais. Effectivement. Ouais, non, je vois pas avec qui j'irais. Je vois pas qui je virerais sur ce film. Franchement, tout est bon. Avec qui tu irais voir ce film? Eh ben, j'aimerais y aller avec Gaston Kellman, que j'évoquais tout à l'heure, l'auteur du livre Je suis noir et je n'aime pas le manioc, pour avoir sa lecture du film, parce que je trouve que c'est des propos qui se ressemblent, en tout cas qui sont cohérents entre le propos du film et les propos des bouquins, et j'aimerais avoir des discussions avec lui autour du film. Ça serait super intéressant, ouais. Ça. Faudrait l'emmener sur le podcast. Eddie Murphy, tu vois, aurait été aussi une personne. Oui, parce qu'en plus, c'est lui qui a inspiré. C'est lui qui a inspiré le truc. Ouais. Et puis bon, avec toi aussi, je serais allé le voir parce que je sais que c'est un film qui t'a plu. J'ai bien aimé. Et je connais pas grand monde qui aime les films d'horreur autour de moi, donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur Get Out. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous écouter sur FM 43, sur RDB-FM, mais également vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur Spotify et sur YouTube. Le titre, c'est donc Le Regard Ciné de Kinou et Marie-Lise. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, rendez-vous à la semaine prochaine.